On se tourne maintenant vers Laurent Minot de Romand Énergie, directeur des produits commerciaux. On parle approvisionnement en énergie parce qu'effectivement, actuellement, c'est un peu chaud quand même, suivant comment, hein. Oui, effectivement, on vit une situation un petit peu compliquée, dont je pense pas mal de vos auditeurs seront déjà au courant puisque ça fait l'objet de pas mal d'articles. On va dire. Certains ont même probablement déjà reçu des mauvaises nouvelles dans leur boîte aux lettres, puisqu'un certain nombre de producteurs, notamment le gazier, ont d'ores et déjà augmenté leur prix et annoncé des augmentations. Mais je pense qu'il était bon de revenir sur un petit peu la genèse de tout cela et de donner un petit peu d'explication. Et d'expliquer pourquoi, comment. Juste avant ça, vous aviez une question justement par rapport aux lentilles. Oui, j'avais une question pour Joël. On parle beaucoup de pénurie d'approvisionnement, de hausse des prix. Et on la voit à peu près partout. Est-ce que finalement on peut craindre une pénurie d'approvisionnement en lentilles et aussi une hausse de prix de ces lentilles? Alors, bonne question, ça. Oui, c'est une bonne question. Écoutez, alors actuellement, on n'est pas trop touché. J'ai envie de dire qu'on est encore privilégié par rapport à ça. Alors, j'imagine que nos fournisseurs ont encore des stocks en suffisance. Une bonne partie aussi, alors en tout cas tout ce qui est dans les lentilles un petit peu plus spécifiques sur mesure, elles sont gérées en Suisse en fait, elles sont fabriquées en Suisse. Mais effectivement la matière première, est-ce qu'à terme est la matière première d'ailleurs? Écoutez, à base sont des plastiques, hein, donc on est d'accord. Donc il y a sûrement du pétrole à la base. Alors je vais pas trop rentrer dans le détail de la chimie du produit, mais en fait de manière générale, en tout cas aujourd'hui on n'est pas touché. Mais merci de me poser la question et je rassure les auditeurs, il n'y a pas de, on est rassuré. Il n'y a pas de problème sur les délais actuellement. Par contre, sur les autres énergies, Laurent Minot. On se veut rassurant également, mais effectivement, il y a quelques tensions. Effectivement. Alors maintenant, justement, on a dans ces différentes fournitures d'énergie, alors bien sûr, le gaz, pour celles et ceux qui, comme moi, le sont, on a pris cher, c'est le cas de le dire. Et puis après, c'est un peu la situation qui veut ça. C'est la situation qui veut ça, et puis bon, je suis plus spécialiste dans le domaine de l'électricité. Ouais. C'est plutôt de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Mais effectivement, électricité et gaz subissent à peu près les mêmes phénomènes, ce qui explique la situation de crise que nous traversons actuellement. Et on peut remonter pour expliquer cette crise à finalement il y a 2 ans, au début du Covid, où l'ensemble du monde s'est arrêté à peu près en même temps. La plupart des usines, la plupart des mines, finalement, la plupart des gisements ont été arrêtés à cause du Covid. Et finalement, on a ensuite, avec la reprise économique assez forte, épuisé les stocks qui avaient été constitués avant le Covid. Mais finalement, le temps que la machine reparte, on s'est retrouvé avec un peu de pénurie et donc une demande en énergie forte et une offre finalement réduite du fait de l'épuisement de ces stocks. Ça a commencé à entraîner à l'été 2021 une première vague de hausse des prix. Puis comme un malheur n'arrive jamais seul, on a le canal de Suez. Oui, il y a eu le canal de Suez. Il y a eu aussi un certain nombre de phénomènes météo qui ont pu perturber le fonctionnement d'un certain nombre de gisements énergétiques ou de sources d'approvisionnement. On a eu des tempêtes en Amérique du Nord qui ont perturbé un peu le marché gazier. On a eu une Europe du Nord qui a été peu ventée à l'automne dernier. Donc quand il y a peu de vent, les éoliennes ne tournent pas et on remplace les éoliennes par des centrales gaz ou des centrales charbon. Donc on épuise un petit peu plus des stocks qui sont déjà pas mal fatigués. Et puis un malheur n'arrive, je l'ai déjà dit, jamais seul. Donc on a une succession ensuite d'autres phénomènes. On a eu pour complexifier un petit peu une modification de la régulation en Europe du permis d'émission de certificats de CO2. Il faut savoir que quand on exploite une centrale gaz ou charbon, on émet du CO2 et les exploitants doivent acheter des certificats d'émission, donc le droit d'émettre. Jusqu'à il y a quelques mois, ce droit d'émettre, c'était à peu près 20 € la tonne. Et puis l'Europe a décidé pour accélérer la transition énergétique, et ça va dans le bon sens de renforcer, de rendre un peu plus strict ce marché. La conséquence a été une forte hausse. Forcément. Et donc on est passé de 20 € à 80 € la tonne de CO2, voire proche des 100 € en fin d'année dernière, ce qui fatalement se répercute dans le prix de l'électricité produite à base de gaz. Et puis, pour continuer, on a encore, je dirais, et pour ne pas assommer tout le monde, on a encore eu deux phénomènes. Fatalement, le plus récent que tout le monde a à l'esprit, la crise russo-ukrainienne,
avec les tensions qu'elle entraîne sur le marché du gaz et le marché du pétrole, et donc son impact sur les prix de l'électricité. Et puis très dernièrement, on a aussi plus proche de nous, du côté de l'autre côté de la frontière, chez nos voisins français, des questions sur la disponibilité du parc nucléaire français, qui est un parc très important pour l'approvisionnement de l'électricité, en France bien entendu, mais en Europe de façon générale, et sur lequel on a découvert, EDF a découvert un certain nombre de fissures sur des composants de ces réacteurs. Elle fatigue, hein. Elle commence à vieillir un petit peu, et elle doit on a eu la même chose en Suisse, hein. Si je me souviens bien, il y a aussi des centrales suisses qui, forcément, les années passant. Oui, au bout d'un certain temps, l'équilibre entre, on va dire, maintenir et remettre à niveau une centrale, et notamment ses équipements de sécurité, ou l'arrêter, n'est plus tout à fait respecté. Donc la Suisse a décidé d'arrêter en 2019 la centrale de Mühlberg. Elle a encore un certain nombre d'autres centrales qui sont en exploitation et qui, elles, répondent aux critères de sécurité et vont continuer à être exploitées. Mais la France, par souci aussi de sécurité, on ne transige pas avec la sécurité, a décidé d'arrêter quelques centrales. Aujourd'hui, 50% du parc nucléaire français est à l'arrêt, ce qui est un taux exceptionnel par rapport à la saison. Mais alors maintenant, justement, quand on discute avec tous vos collègues de Romande Énergie, on voit les différentes sources d'énergie, c'est ce dont vous parlez aussi maintenant. Est-ce qu'aussi les solutions ne seraient pas du multimodal au maximum? Ça veut dire que, on le voit, quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ont de la peine. Quand il y a un peu moins de soleil, le solaire a de la peine. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion s'y à mener pour être le plus diversifié possible? Oui, alors il y a effectivement pas, compter sur une seule source d'approvisionnement c'est jamais bon. N'est pas la bonne solution. Tous les œufs dans le même panier, c'est jamais bon. De même que compter sur, être très dépendant d'un pays. On le voit bien, est très dépendante aujourd'hui de son approvisionnement en gaz via la Russie, avec les problèmes qu'on constate. Donc oui, la solution passe par une plus grande diversification de ces sources d'approvisionnement, moins de dépendance vis-à-vis des sources d'approvisionnement fossiles, dont on n'a pas de source en Suisse et globalement en Europe. Donc oui, ça passe par le développement et des énergies renouvelables qui quand elles sont construites ne coûtent plus rien, et de l'efficience énergétique, qui est quand même la source d'économie la plus rentable. Alors maintenant, Joël, une question. Oui, je me posais juste la question, en fait, chez Romande Énergie, en fait, finalement, est-ce que vous avez une stratégie où vous avez des possibilités de choisir une énergie plutôt qu'une autre, ou bien de changer en disant on sait que là-dessus ça va être un problème, est-ce qu'on peut basculer sur un autre type d'énergie, ou est-ce que finalement vous êtes quand même dicté par rapport à ce qui se fait au niveau du pays, en fait? Ouais, c'est ça, des stratégies. Alors, on évolue dans un cadre qui permet ou pas un certain nombre d'investissements, mais oui, on réfléchit bien entendu à déjà avoir une production d'énergie la plus décarbonée possible. Donc c'est comme la tendance d'aller sur des énergies renouvelables, en fait, quoi qu'il en soit. C'est la tendance. Donc là, on exploite un parc de centrales hydroélectriques, on développe les parcs de production solaire, on construit un parc éolien du côté de Sainte-Croix. On a ici à côté de chez vous un projet sur le Rhône, Massonger. De mini-barrage. Un nouveau palier, exactement. Tout ça pour accroître la capacité de production en Suisse et pouvoir servir durablement nos clients. Alors la Suisse ne peut pas s'auto-suffire, ou bien? Alors la Suisse, c'est là où on peut rentrer dans les chiffres. La Suisse consomme à peu près 60 TWh d'électricité par an, et elle en produit à peu près 60 TWh aujourd'hui. Donc il y a globalement, sur une échelle annuelle, un équilibre. Maintenant, derrière cet équilibre se cache une autre réalité, à savoir que la Suisse finalement exporte 30% de sa production, et donc doit importer 30%. D'accord. Voilà. Okay. C'est intéressant. Je dis 30%, pardon, c'est 30 TWh, donc c'est 50% en réalité. D'accord, ok. Ah ouais. Intéressant. Alors maintenant, il nous reste 3 minutes, 4 minutes, les perspectives, et surtout, parce que vous allez nous rassurer, le blackout. Alors je vais faire 2 réponses. Les perspectives, il faut bien être conscient que les prix de l'électricité ayant été multipliés par 4, ils ont suivi à peu près la même tendance que les prix du gaz, la même tendance que les prix du pétrole. Il ne faut pas se faire d'illusions, il y aura des conséquences. Les consommateurs ont aujourd'hui, notamment les consommateurs particuliers, ont été épargnés par les hausses, puisque les tarifs avaient été fixés courant août de l'année précédente, donc courant août 2021, est fixe pour l'entier de l'année 2022. Donc il n'y a pas eu d'incidence encore sur les factures de nos clients. On va annoncer courant août 2022, donc d'ici quelques semaines, nos tarifs 2023.
il faut être conscient que les prix de l'électricité sur les marchés sur lesquels nous sommes obligés de nous approvisionner pour tout ce que nous ne pouvons pas produire, et on produit à peu près 40% de ce que nous commercialisons, vont refléter malheureusement cette hausse avec un effet lissage, mais il ne faut pas s'attendre à des baisses, ça c'est clair. Ça c'est sûr, on s'y attendait pas. Maintenant c'est vrai que c'est le sujet que relevait Joël juste avant, c'est que comme vous le dites, si on exporte 30 TWh, ça fait donc 50% de la consommation. Est-ce que on doit jouer le jeu forcément des autres pays parce on joue tous ensemble et au bout d'un moment des fois on aurait envie de se dire allez on ferme tout et puis on garde pour nous quoi. Mais malheureusement la géopolitique ne fonctionne pas comme ça. Oui, et je crois pas que la Suisse aurait intérêt à s'isoler du reste de l'Europe, de ses voisins. Donc il y a besoin d'une solidarité. On voit que le système est équilibré. Si effectivement on peut compter sur ses voisins, il y a des moments où on produit plus que nécessaire, on peut le partager avec nos voisins. Il y a des moments où on a besoin de la solidarité. Je voudrais revenir sur peut-être un terme. Ouais. Vous avez une question. Vous avez parlé de blackout. Alors on parle à la fois de blackout et de pénurie. Le blackout, c'est vraiment un terme très technique. C'est quand il y a un incident technique qui, à grande échelle, entraîne la rupture d'approvisionnement, mais c'est une rupture relativement courte. C'est vraiment un incident technique. Il y en a eu en Italie du Nord il y a quelques années. La Suisse, il y a très nombreuses années. Aux États-Unis aussi, je me souviens d'un gros blackout. Il y en a de temps en temps. Mais en général, ça repart au bout de 24 jusqu'à 72 heures. Le système remonte. Une pénurie est beaucoup plus longue et elle serait entraînée par justement une incapacité à produire suffisamment d'électricité par rapport à la consommation. Voilà, et la pénurie est plus compliquée à moyen long terme, alors que le blackout c'est du court terme et c'est gérable. Le blackout c'est subi, on est toujours à la merci finalement d'un incident, même si les réseaux sont résilients, les opérateurs les gèrent de façon très très responsable et le risque est très très limité. La pénurie, elle pourrait venir d'une indisponibilité prolongée des réacteurs nucléaires français qui n'apporteraient pas leur contribution à l'équilibre. Ça pourrait venir d'un hiver très froid et très long, d'une rupture d'approvisionnement de gaz venant de la Russie. Donc il y a tout un tas de phénomènes, de facteurs dont la probabilité n'est pas totalement nulle aujourd'hui qui pourraient intervenir. Donc toujours aussi se souvenir que l'énergie, plus on va dire on l'économise et plus on se développe avec des produits modernes et durables. Et ça veut dire qu'on peut arriver, alors sans autosuffisance de nouveau, mais en tout cas avec quelque chose qui pourrait de mieux en mieux fonctionner. Arrêter peut-être de laisser les lumières toute la nuit allumées dans les magasins ou ces choses-là. Oui, alors il est clair que, je dirais de façon générale et en continu, les économies d'énergie sont toujours un bon geste à opérer en période on va dire de situation un petit peu plus tendue et où l'énergie coûte encore plus cher. Il est probablement encore plus important de faire attention à ne pas laisser en veille ses appareils, à faire attention de ne pas mettre son thermostat à un niveau de degré trop élevé. Enfin, on n'a pas besoin de vivre comme au Brésil dans sa maison, quoi. Pratiquer correctement ce qu'on appelle les éco-gestes. Et puis après, il y a aussi la possibilité qui est d'investir dans une production locale d'électricité. Si on a un toit disponible, autant installer des panneaux photovoltaïques qui vont produire une électricité locale et sur la durée moins chère que ce qu'aujourd'hui on peut trouver sur le marché, c'est clair. Merci beaucoup. Laurent Minot, rappelle, vous êtes responsable directeur Romande Énergie Commerce.